Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Madame, bonsoir, messieurs, bonsoir. Excellent mercredi à toutes et à tous. C'est un mercredi généralement consacré à la jeunesse, un mercredi qui nous permet de réfléchir sur des sujets assez intéressants ce jour. On parle du Covid-19 au Cameroun à la faveur des mesures prises par le gouvernement de la République et naturellement l'Organisation mondiale de la santé. Dans notre pays, le Cameroun, pratiquement un peu plus de 12 000 cas de personnes contaminées ces derniers temps, un chiffre alarmant vu les conditions dans lesquelles les Camerounais se déploient encore sur le terrain. On a comme l'impression que les mesures barrières, pour eux, ne sont pas d'actualité. Pourtant, le gouvernement persiste sur le respect de ces mesures barrières pour voir plus clair dans la lutte efficace contre le coronavirus au Cameroun. Une bataille qui intéresse naturellement tous les Camerounais. Ce jour, nous parlerons également de l'aéroport international, mais on va s'arrêter sur la compagnie Fleuron National, Camerco. Doit-on laisser repartir? Doit-on fermer la compagnie aérienne nationale à l'heure où cette compagnie met en congé technique pratiquement 371 personnels pour espérer relancer de plus belle, sans argent, sans avion véritable? Comment penser la relance de la compagnie aérienne nationale, simplement ouverte, ou alors elle reste dans la survie et grâce à certaines intentions, notamment celle du chef de l'État camerounais, qui n'a pas l'intention de voir le fleuron national disparaître des airs au Cameroun. On va armer les toboggans dans cette émission et surtout amorcer la phase de décollage, et puis dans les airs on comprendra si Camerco peut mieux tenir le pari. Madame, merci de rester avec nous. Nos invités ne sont pas tous là, mais nous accueillons à l'instant Arnaud Victor Yada. Bonsoir. Bonsoir Serge Bondier, bonsoir également à tous nos millions de téléspectateurs, bonsoir par anticipation à ceux qui vont nous retrouver sur ce plateau, bonsoir au PDG Dieudonné Mveng qui s'échine au quotidien pour que ce projet puisse voir le jour. En tout cas, nous saluons également toutes les personnalités qui nous regardent. C'est votre télévision, c'est vous qui l'accompagnez de par sa neutralité, surtout l'esprit ouvert, car Info TV aujourd'hui a donné la parole à tous les acteurs politiques sans exclusive qui s'expriment sur cette antenne, que ce soit du RDPC, du MRC, du PCRN, de l'UPC ou encore de FSNC et peut-être d'autres formations politiques. Tous défilent dans ce studio pour donner leur point de vue sur les problèmes que rencontre notre pays en ce moment. Arnaud Victor Yada, on va aller au-delà de nos frontières, aller à l'international, parler de santé ou alors de parler des mœurs. Le cas du Gabon tout à côté qui vient donc de dépénaliser l'homosexualité. Une action difficile à comprendre lorsqu'on sait encore que l'homosexualité pour certains pays africains est un sujet tabou et qui n'est d'ailleurs pas accepté dans les chaumières. Quelle lecture faites-vous de cette décision prise par le Parlement gabonais qui a choisi l'homosexualité? Oui, je vais d'abord essayer, tant bien que mal, autant que faire se peut, de recadrer, n'est-ce pas, cette mesure dans son contexte. Il faut déjà dire ici que le Code pénal gabonais, dans son article 402, alinéa 5, le Code actuel fait état de ce que si vous êtes surpris en flagrant délit, c'est-à-dire si on découvre que deux hommes, comme vous et moi, avaient décidé de convulser en juste noces, ou alors d'avoir des ébats sexuels, c'est-à-dire deux sexes de même nature, deux hommes ou deux femmes, vous êtes punis sévèrement par la loi. Alors il y a de cela quelques jours, je pense que c'était hier ou avant-hier, le Parlement a décidé de dépénaliser cette loi. Par contre, elle est encore sur la table des sénateurs. Il faudrait maintenant que les sénateurs valident également, parce que hier d'abord ou avant-hier, ça a jazzé au niveau du Parlement. Mais finalement, la loi est passée. Maintenant, c'est au tour des sénateurs. À partir de là, avant de donner mon point de vue, vous pouvez déjà comprendre que sur des manifestations qu'il y a eu au Gabon, avant même que le Sénat n'adopte, on a 4 arrestations, parmi lesquelles une dame, qui sont totalement contre, qui se sont inscrits en faux contre cet état de choses. Ce qui est intéressant, c'est que sur Facebook, j'ai vu quand même la prise d'opposition de la première dame gabonaise, la femme de M. Ali Bongo, qui se félicite de cette mesure parce que justement, elle parle de l'égalité pour tous. Elle estime que, enfin, des Gabonais peuvent être libres
de s'aimer. Vous voyez, j'ai toujours, et je n'aurai de cesse, de décrier ici que l'impact du colon habite encore les mentalités africaines, ce qui tend à ralentir notre véritable épanouissement et notre développement. Je reste avec vous, peut-être on va reprendre cette sortie de la première dame du Gabon, Sylvia Ondimba, qui revient et indique clairement que le Parlement rétablit un droit humain fondamental pour ses citoyens, celui d'aimer librement sans en être condamné. La République défend le respect de la vie privée de chacun de ses enfants et reste une et indivisible au-delà des petits et grands sentiments. Oui à la dignité, non à la haine. Donc c'est Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon, sur sa page Facebook qui réagit ainsi. Arnaud Victor Yadon peut simplement dire que les dés sont déjà pipés. C'est pas, si la première dame dit que c'est fait, on l'a accepté. De cette manière-là, c'est pas le Parlement ou alors le Sénat qui viendra dire le contraire. Oui, les dés sont pipés. Il faut comprendre ici que Madame Sylvia, fut-elle la femme, n'est-ce pas, l'épouse, ou du moins la femme du président Ali Bongo, n'est pas africaine, c'est une Française. Et on sait bien la position que la France a vis-à-vis de l'homosexualité. Vous comprenez donc que j'étais en train de dire que tout nous est imposé en Afrique. Je dis tout nous est imposé. Et le comble, c'est que la société africaine, dans sa globalité, n'a pas une assise culturelle. Parce que lorsque vous avez une véritable assise culturelle, tout ce qu'on veut vous imposer, j'ai un peu nagé comme si on versait de l'huile dans l'eau. Mais on a l'impression que tout ce qu'on nous impose, la démocratie, la liberté de ceci, voilà l'homosexualité qui passe au Gabon, malheureusement, sous notre regard. La première question qui me vient à l'esprit, c'est que les Gabonais, autant que pour moi, sont au nombre de combien? La population gabonaise, ils sont au nombre de combien? Lorsqu'on va maintenant légaliser l'homosexualité au Gabon, c'est quoi le projet, c'est quoi le but? Moi, je pense que ce sont, une fois de plus, des machinations de l'Occident que l'Afrique, malheureusement, accepte comme des moutons. Permettez-moi l'expression. Je pense qu'il est quand même aberrant de comprendre que lorsque je suis sorti de chez moi le matin, j'ai laissé une femme à la maison avec des enfants. J'ai vu mes frères également dans la même logique. On va à la chasse de la vie qui est si difficile, se battre au quotidien pour cette progéniture qu'on laisse. Vous me demandez qu'arriver ici, je vois M. Arthur Mendim qui est assis en face de moi. Je commence à rappeler à Arthur Mendim qu'il est très mignon, il est très beau, j'envisage de l'épouser. Je pense qu'il y a un problème psychologique dans la mentalité des Blancs. Et j'ai essayé de les comprendre à un moment en me disant que ce sont des sociétés avancées qui ont pratiquement réussi dans tout et qui n'ont totalement plus rien à faire. Et quand on n'a rien à faire, on est oisif, on ne peut que penser à ce genre de banalité. L'Afrique a encore beaucoup de choses à faire. Dans cette oisiveté-là, il faut aller dans les extrêmes. Donc on réagit sur la page de la première dame du Gabon en parlant de Sodome et Gomorrhe, et qui est réincarné pour le cas du Gabon, qui le dit de manière officielle, parce que pas la voix de la première dame quand même, ça veut dire que c'est une volonté manifeste, mais en mettant en avant les libertés, donc individuelles, le respect de la vie privée des Gabonais, en acceptant l'homosexualité. C'est une autre dérive, notre entrave, pour ceux qui savent bel et bien et qui sont chrétiens et qui reconnaissent bel et bien que c'est une pratique qui a toujours été condamnée dans les Saintes Écritures, mais ce revirement de situation indique clairement que notre monde est en train de prendre une autre tournure. Oui, sauf qu'à un moment, l'Église catholique fait un peu dans du rétropédalage, avec ce qu'on appelle le droit de chasteté. Parce que c'est ça, lorsque vous avez signé le droit de chasteté à l'Église, un prêtre ne doit pas se marier, un prêtre ne doit pas entretenir des relations sexuelles. Moi, je me souviens, lorsque mon fils est né au CHU, le premier coup de vent qui a frappé ses poumons a fait en sorte que ce jeune homme se mette en érection. Un bébé de 0 jours, 0 mois. J'ai dit, il s'est mis en érection. Avant qu'on le pose sur la culpe de sa maman, comme on a coutume à le faire, j'ai vu, c'était devant moi, il s'est mis en érection. Ça veut dire que la nature, avec Dieu, ont conçu l'homme de cette manière-là. Qu'après chaque 7 ans, il y aurait des transformations dans la vie d'un individu. Après 7 ans, vous allez amorcer la puberté, l'adolescence, ainsi de suite. Donc, comment comprendre que moi, je puisse regarder un être humain comme moi et que je puisse bander? À partir de là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. On a beau essayer de maquiller ça en disant non, ça peut être la psychologie, un enfant a grandi là avec des filles, et même jusque-là. Je puisse vous dire ici que c'est du satanisme pur et simple. Et je n'ai rien contre notre pays ami, le Gabon. Il y a une question qui m'est toujours venue à l'esprit. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'un Camerounais va au Gabon pour aller peut-être chercher fortune, s'il ne rentre pas dans un cercueil, il rentre fou? J'ai perdu au moins 2 membres de ma famille dans ces conditions. Je dis bien, je n'ai rien contre le Gabon. Mais je pense que c'est des pays
c'est un pays qui n'a pas une forte population, mais le satanisme qui est développé là-bas est un satanisme quand même à interroger. Il a toujours été fait sous cap, mais il sort au grand jour aujourd'hui. Si on légalisait déjà l'homosexualité au Gabon, c'est dangereux, compte tenu des relations très étroites et amicales et fraternelles que le Cameroun entretient avec le Gabon, tant au niveau de nos frontières qu'à l'intérieur de notre pays. Il faut bien s'interroger à ce niveau. J'ai même envie de dire, Dieu merci, coronavirus reste éternel, que les frontières soient bloquées, que chacun reste chez lui avec ses dérives. C'est quand même surtout dangereux. le gros risque qu'on peut observer, et d'ailleurs ils sont en train de montrer une certaine boussole pour les pays africains lorsqu'on accepte déjà l'homosexualité. Le cas d'autres pays européens qui sont très avancés, ils ont adopté la zoophilie. Ça devient très compliqué, les choses contre nature, mais qu'aujourd'hui l'homme est appelé à accepter, Arnaud Victor Yada. C'est dangereux, c'est déplorable. Parce que je l'ai toujours dit ici, on éduque un enfant à partir du ventre de sa maman. Parce que moi, on m'a appris au village que lorsque l'enfant est dans le ventre, on parle à l'enfant. Moi, je parlais souvent à ma fille. Je lui dis, bon, tu ne peux pas naître maintenant. C'est vrai que l'échographie demande que tu puisses naître tel jour, mais je n'ai pas d'argent pour préparer le trousseau. Attends encore un peu. Et ma fille écoute. Alors, quand vous commencez déjà à donner ce genre d'éducation à votre enfant, qui est un fœtus dans le ventre, cet enfant naît, vous continuez à perpétrer la même éducation. Comment comprendre qu'après un jour, ma fille vient me dire, papa, j'ai trouvé vraiment une autre fille, je suis amoureuse d'elle, on va aller se marier. L'Afrique ne connaît pas ce genre de choses. Et il est temps que les États sortent de leur bon. Je vais pleurer Kadhafi jusqu'au jour où même je quitterai cette terre. Parce que voilà les dérives qui sont interdites. Je pense qu'on devrait même mettre des lois à l'Assemblée nationale du Cameroun. La tentative, l'intention seulement d'être homosexuel ou lesbienne, on vous met sur la guillotine, on vous égorge tout simplement parce que vous n'avez pas le droit de citer dans la nature. Si tous nous étions des homosexuels, si tous nous étions lesbiennes et autres, vous et moi ne serions pas en train de parler ici. Et on sait très bien, ce qui importe pour l'Africain, c'est la famille. Et une famille où il y a des homosexuels ne peut pas prospérer. Quand bien on a adopté des enfants, c'est très dangereux. Voilà M. Fotio Victor aujourd'hui qui nous fait le chapelet de sa succession qu'il a eu avec des femmes. S'il avait épousé Kadji, mais sauf que c'est une succession à problème. C'est vrai que d'aucuns n'acceptent pas la volonté de Fotio Victor pour rester dans ce cas-là. On annonce encore une seconde phase des obsèques. C'est-à-dire que Fotio Victor va avoir une autre phase des obsèques pour certains enfants qui estiment que leur père a vu des obsèques grandioses. On a pris le cas de Jacques Chirac à l'époque qui l'ont beaucoup intéressé et il aurait souhaité qu'il ait des obsèques pareilles. Va-t-on vivre le second phénomène à Banjoun, dans la région de l'ouest de Cameroun? En tout cas, l'occasion nous permettra de revenir si jamais c'est ce qu'ils ont décidé de ce côté-là. En tout cas, les obsèques officielles, ce qui est clair, ont déjà été rendus avec ces hommages. D'ailleurs, elle a été fait commandeur de l'ordre du mérite agricole par le chef de l'État, représenté à cette occasion par le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC. Donc, c'était assez intéressant de ce côté-là. Nous accueillons Théophile Tatita ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, c'est un plaisir d'être avec vous. On vous accueille avec une question naturellement qui a trait aux mœurs. Le Gabon vient donc de dépénaliser, il faut déjà le dire, même si d'aucuns estiment que c'est encore au Sénat, ça va traîner, mais la première dame reconforte cette position. Désormais, les homosexuels sont libres de leur mouvement. Ils peuvent se marier, hommes entre hommes, femmes entre femmes. C'est ce que le Gabon a accepté. Bon, si le Gabon peut-être contre toute attente. Aujourd'hui, peut-être on peut seulement espérer qu'il y ait quelqu'un d'autre, un autre président ou d'autres députés qui viennent remettre cela en cause. Parce que cette chose-là, comme disait le président camerounais, ne sied pas avec les mœurs du Cameroun. Donc c'est assez terrible. On peut dire que c'est un peu comme si on avait abattu les Gabonais avec un autre... Y a-t-il des avantages et des inconvénients à cette pratique, à votre avis? Peut-être n'en déplaise à ceux qui ont des penchants pour cela. Je peux m'exprimer que du côté traditionnel, il s'agit d'une pratique contre nature. Il s'agit même de quelque chose qui... c'est un peu comme de la malédiction, puisque l'homme est fait pour... quand on regarde comment l'homme a été constitué, le mascule, comme j'aime dire, n'est-ce pas, qui est l'être humain, le grand du garçon, est fait à sa manière et une forme. Vous voyez la femme avec ses rondeurs. On comprend bien que Dieu a fait des êtres pour qu'ils puissent se compléter. Bon, maintenant, on dit que les hommes vont rester entre eux, les femmes entre elles, c'est contre nature dans tous les cas. Même les animaux ne font pas ça. Donc, est-ce qu'il y a des prédispositions à devenir homosexuel? Parce qu'il faut bien qu'on essaie de trouver le juste milieu. Il y en a qui peut-être choisissent cette option-là. Il y en a peut-être c'est la nature, peut-être c'est le cadre, le milieu de vie et qui leur donne l'occasion d'avoir
de l'attirance pour le partenaire du même sexe. Mais il faut savoir que dans les théologies médicales, l'homosexualité a été considérée comme une maladie jusqu'en 1960, où les experts ont siégé pour dire que puisque ceux qui présentent ces dispositions ne sont pas dangereux pour la société, on peut sortir ça de ce cadre. Donc on comprend qu'avec le temps, les gens ont essayé de légitimer, de légaliser. Mais c'est quelque chose qui doit être combattu, parce que vous voyez, les gens on parle de kleptomane, quelqu'un qui vole, donc il a des envies de voler, mais la société trouve les moyens pour le ramener à la raison. On ne fait pas toujours ce qu'on désire. Parfois on peut avoir, il y a chez l'être humain, comme disait Freud, le ça, il y a le surmoi, n'est-ce pas? Et donc si chacun doit laisser aller à tous les désirs, la société... vous serez libre, hein, n'est-ce pas, de vous asseoir sur une chaîne de télé comme ça, de dire n'importe quoi, de trouver la chose de quelqu'un et d'arracher. Donc il y a les normes. La société a des dispositions juridiques, même coutumières, qui encadrent, n'est-ce pas, les relations entre les humains. Donc tout naturellement, on comprend que l'homme n'a pas été fait pour vivre avec le même genre. Et on a souvent trouvé des causes, un peu comme des frustrations à l'âge de la jeunesse, les enfants qui développent une sorte de sentiment de répulsion de la femme. Parfois des enfants qui ont été battus. On a également évoqué des cas de promiscuité. Est-ce que ce n'est pas le cadre dans lequel on évolue qui façonne l'individu, amène quelqu'un à accepter une autre personne du même sexe que lui, à sortir ensemble, à le regarder de manière assez forte et à se dire des choses? Est-ce que ce n'est pas les mœurs, disons les habitudes occidentales que nous avons transportées pour nos pays africains, et beaucoup plus les chaînes de télévision, ce qu'on regarde aujourd'hui à travers les réseaux sociaux? Est-ce que cette influence-là n'y est pas pour beaucoup? Donc je crois qu'on peut risquer un peu de catégoriser les homosexuels en trois groupes, c'est-à-dire ceux qui, on pourrait dire, ont certaines prédispositions qui pourraient les pousser à ce genre de tendance et qui demandent à être encadrés. Il y a ceux qui y arrivent par des conditionnements, par suivisme, par imitation de ce que les autres font, et qui imitent certains qui le font dans le cadre de certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec le développement des sentiments. Est-ce que ça ne pourra pas Mais il y a une troisième catégorie, oui, des personnes qui y vont dans le cadre des pratiques rituelles, donc qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec le sentiment d'amour que quelqu'un peut éprouver, avoir un désir pour aller chez l'être de sexe opposé. Donc il y en a qui font, n'est-ce pas, quand vous voyez la voie pour déféquer, on dit aussi, pour traduire simplement, que c'est par cette voie que les démons du corps sortent. Alors il y en a qui vont flirter, n'est-ce pas, avec cette voie-là pour des pratiques maléfiques. Et donc, est-ce que cette pratique ne peut pas influencer les relations inter-États, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui ne pourront pas décider, qui pourront peut-être décider de ne plus avoir ces relations étroites avec le Gabon et peut-être d'autres pays africains? Est-ce qu'il ne peut pas avoir des influences à ce niveau? Donc, disons, il s'agit d'abord des relations interpersonnelles. Il faut rester à cela et voir déjà que même à ces niveaux de pratiques rituelles, il y a deux dimensions. Il y a une dimension purement spirituelle et une autre dimension qui est psychologique. C'est-à-dire que quand on dit on a tapé quelqu'un comme un animal, alors des gens ont pris l'habitude pour des adultes, au lieu de le fouetter avec le fouet, on le fouette avec un bâton qui serait le phallus. Donc c'est une façon de dominer quelqu'un, c'est-à-dire on vous recrute quelque part et puis on vous réduit, n'est-ce pas, psychologiquement, et parfois on conserve des photos de sorte que si à un moment donné vous voulez vous amuser, on vous fait le chantage. Mais vous imaginez que vous-même, que c'est pas, même que ce soit la posture, et cet acte ne peut pas vraiment procurer un plaisir. Donc il y a un tel... S'ils connaissent bien, ils retrouvent un certain plaisir. Hein. Peut-être pas vous, mais il y en a qui se retrouvent dans cette dimension. Non, je dis, les plaisirs, on les cultive. Même par exemple, vous prenez la bière, elle est amère. Il y en a qui ont cultivé, qui ont appris à aimer la bière. D'autres trouvent que vraiment, on ne sait pas comment on peut avaler une telle chose. Mais je dis, il y a des comportements encadrés. Il y a les goûts qui se cultivent. Mais surtout, il faut voir les dégâts au niveau de l'organisme, comme des gens qui finissent par porter des couches, des gens qui finissent par faire des opérations presque de façon récurrente. Il faut voir qu'il y en a qui ont été sodomisés, comme on dit, qui ont été battus par le fouet, par ce fouet-là, et qui se vengent sur d'autres personnes. Et donc, il y a cette illusion de penser qu'en y allant, en passant par cette voie, on estirpe chez l'autre des énergies. Mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire que... En tout cas, c'est une autre vision. Voilà. Donc, pour certaines personnes... Alors, voir ça au niveau des États... De dans ces conditions-là. Au niveau des États, adopter de telles normes
viendrait seulement à dire que la société est complètement influencée par des gens qui sont dans des loges et qui pratiquent cela et qui voudraient avoir suffisamment d'adeptes. Et que dans le pays, on a souvent cité... Surtout, c'est encore que c'est une pratique qui amène à avoir une influence sur son vis-à-vis et à pouvoir, vous l'avez d'ailleurs souligné un moment, pouvoir tirer des énergies. Ne serait-ce que psychologique, parce que ceux qui font ça sont soumis, n'est-ce pas, à d'autres personnes appartenant aux ordres, à une certaine hiérarchie, et ils viennent soumettre aussi d'autres personnes. Donc, quand un pays va dans cette voie, il faut imaginer que on pourrait penser que ces autorités ont été soumises à des pratiques... alors, ils sont dans la logique de la continuité. Arnaud Vitoyada, est-ce qu'on ne peut pas parler de déviation pour l'être humain et qui est né naturellement, comme vous avez relevé le cas de votre fils tout à l'heure, l'homme est né pour marcher et rester avec une femme, la femme est née et vice-versa pour rester avec un homme, mais comment comprendre que subitement cela se produit? Est-ce qu'on est, par exemple, homosexuel ou on le devient? Non, lorsque vous avez un enfant que vous avez adopté, que vous êtes homosexuel, automatiquement, il va suivre la voie. Donc l'éducation de base a un pan. Mais je pense ici qu'il va bien falloir différencier, comme l'a fait mon ami le prince. Il y a la pédérastie sectaire qu'on observe beaucoup plus de manière récurrente en Afrique ces derniers temps, où un jeune est pétri de talent pour accéder à un certain poste ou dans une entreprise, on lui demande de se courber, on le bombarde un peu derrière et tout et tout et tout. Ça, c'est de la pédérastie sectaire. Ça relève automatiquement, rien à faire de la sorcellerie. Mais maintenant, il y a également aussi cette culture qu'on peut commencer à inculquer un enfant, un dernier né d'une famille qui est né essentiellement avec des sœurs qui sont ses aînés. Il s'est lavé tout le temps avec elles. Il n'a connu que ça. Entre-temps, quand il sort de ce carcan, il a tendance à être féminin. Il me souvient quand même une fois, le fils de mon voisin, qui avait justement l'habitude de se laver avec ses tatas et ses cousines. Un jour, il allait se laver avec son papa. Quand il a vu son papa, lui, il a crié « Ah, même qualité pour papa, même qualité ». Donc, il s'est retrouvé. Donc, en fait, c'est de ça qu'il est question. Donc, l'éducation peut jouer à un certain niveau. Mais en tant qu'Africain, que ce soit une éducation mal bâtie, que ce soit de la pédérastie sectaire, tout ça relève simplement et purement de la sorcellerie. C'est des phénomènes à combattre avec véhémence en Afrique. L'Africain, c'est pas ça. Nous sommes des hommes purement virils. Vous pouvez savoir la réaction que je peux avoir si une femme belle, brune, velue et arquée devant moi, vous ne pouvez pas me dire que je pourrais avoir la même réaction lorsqu'un homme clair de teint comme vous l'êtes aussi bien bâti serait nu devant moi. Ça relève purement et simplement de la dépravation des mœurs et tout simplement parce qu'on a décidé de dîner avec le diable avec des courtes fourchettes. Et j'ai peur par rapport à la question interétatique. Il y a tellement de Camerounais au Gabon. Je dis tellement de Camerounais au Gabon. Et on sait que les Camerounais sont des travailleurs, on le sait. Je ne dirais pas que les Gabonais ne le sont pas, ou le sont moins. Mais à partir du moment où on légalise cette histoire là-bas, il est fort probable qu'il y ait maintenant des alliances. Un Camerounais et un Gabonais qui se sont mariés. Le Camerounais a des tentacules naturellement ici. Il est très fort probable que ça traverse facilement les frontières. Parce que là, c'est un problème spirituel. Et la spiritualité n'a pas besoin d'une barrière. C'est le vent. Donc, ça peut prendre à tout moment. Donc, nous continuons à exhorter ceux qui nous suivent à ne pas avoir ce genre de penchant. Un homme est fait pour rencontrer une femme est faite pour rencontrer un homme. C'est ça la vie, c'est ça le socle de la famille. Également, l'essentiel est là-dedans. La conclusion assez intéressante, c'est que ça permet de procréer, ça permet la procréation, et ça permet également de maintenir l'humanité à un certain niveau. C'est-à-dire, si vous n'allez jamais voir une femme sortir avec une femme, procréer, ça c'est pas possible. Sauf si la science nous démontre autre chose, mais un homme sortir avec un homme, et procréer, donner un enfant, c'est pas évident. Il y a des blocages, mais comme ça a été des options pour les uns et les autres, je pense qu'on est tout à fait normalement comme tout le monde, mais on devient, par exemple, homosexuel. Ce sont des déviations. On a choisi délibérément de le devenir au vu des opportunités en termes d'accompagnement sur le plan physique, visuel qu'on a devant nous. On a de très belles femmes, on a de très beaux hommes, donc les femmes peuvent avoir des choix entre autres. Donc il y a une permissivité à ce niveau qui forcément ne doit souffrir de rien. Théophile Tatita, on sort rapidement de la question. Donc, avant de sortir de la question, je voulais évoquer un peu les dispositions traditionnelles. Vous savez, dans la gouvernance traditionnelle, pour qu'on vous confie une certaine responsabilité, on s'assure, parce que on ne vous donne pas le pouvoir pour gérer des hommes alors que vous n'avez pas procréé, vous n'avez pas des personnes que vous allez diriger. On a vu dans certains pays que certains prennent souvent pour modèle des présidents qui appartiennent parfois au parti socialiste et qui sont des célibataires,
Et certains qui arrivent à la présidence et divorcent à la présidence, d'autres qui carrément ont pris les options de ne même pas avoir d'enfants ayant épousé presque leur grand-mère. C'est quelque chose d'assez scandaleux en Afrique parce que en Afrique, pour que on vous confie un quartier, il faut que vous ayez vous-même des personnes, n'est-ce pas, de vos propres enfants. Et donc, quand on parle de clan ou de tribu, c'est celui qui est à la tête d'une grande progéniture. Donc, quand il prend des décisions, il sait que ces décisions sont applicables à ses propres enfants. Quand on dit que vous ne pouvez pas, celui qui sait que dans un marché, il y a et sa belle famille et ses enfants et autres ne peut pas s'amuser à jeter un caillou sur les gens dans le marché parce qu'il peut se retrouver à la maison avec un malade. Alors, quand vous prenez quelqu'un qui a renoncé à la procréation et qu'il est appelé à diriger les hommes, quand il prend la décision, il n'a aucun risque. Et en plus, à un certain niveau de responsabilité, on n'entre dans certaines sociétés ou cercles de décision que quand vous avez eu à faire les enfants de deux mains, c'est-à-dire quand vous avez au moins une fille et un garçon. Donc vous devez avoir fait les enfants de deux sexes. Vous devez même avoir, c'est prescrit même un certain nombre de femmes, plus d'une femme. Et à un niveau, vous devez avoir un certain âge avec un enfant qui a atteint au moins la maturité pour qu'on vous confie un certain nombre de responsabilités. Pour dire que pour accéder à certains titres, vous devez même être grand-père. C'est-à-dire que vous devez avoir fait un enfant qui aussi a fait un enfant pour qu'on se rassure que vous partez et que votre progéniture sera assurée. Alors, quand on est dans une société où des gens vont emprunter des voies dans lesquelles presque tuent la société, parce que quand vous prenez cette voie, vous vous dites que ce sont des gens qui ont renoncé. En fait, c'est des gens qui ont pris des options de nihilisme. Parce que si vous êtes dans l'homosexualité, après vous, la vie s'arrête, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous avez été procréé et puis vous décidez de ne faire personne. Et si tout le monde prend la même voie que vous, le monde s'arrête après vous. Donc, c'est quelque chose de contre nature, c'est quelque chose... En tout cas, cette option prise ainsi, elle n'a pas d'issue, c'est carrément aller contre le mur, mais ce sont des choix des uns des autres. Et ce que vous n'avez pas pu ajouter dans la tradition de la région de l'Ouest du Cameroun, forcément, s'il y a des Camerounais qui les suivent dans cette voie-là, il y en a qui vont se retrouver dans la tombe avec un caillou dans la main. Je pense que c'est ce qui s'est fait pour ceux qui Oui, quand vous n'avez pas fait d'enfant, et puis on vous enterre, on vous donne un caillou pour les pesanteurs. C'est-à-dire qu'on dit que celui-ci ne revient plus puisqu'il n'a rien procréé sur la terre. Alors, donc, tous les homosexuels, ce sont des gens, si on applique cette tradition à leur mort, on demandera que cette souche-là, tous ceux qui auront adopté cette option, disparaissent complètement de la terre. Et puis, quand vous atteignez au fur et à mesure un certain âge, on veille. On ne vous considère comme un homme que si vous êtes sur la voie, n'est-ce pas, de la progénition, que vous avez une concession, si vous avez des enfants que vous encadrez. Donc, c'est quelque chose, on est étonné quand même que chez nos frères au Gabon, on espère que ça ne va pas durer ni traverser, n'est-ce pas, la frontière. Nous allons nous atteler une fois de plus dans un proche avenir sur ces thématiques assez intéressantes entre tradition et homosexualité. L'Afrique est donc au centre de toutes les controverses. Le Gabon qui tense justement cette Afrique en acceptant cette pratique sur son territoire. On verra bientôt au Gabon deux hommes aller devant le maire, c'est légalement, c'est reconnu. Le président Ali Bongo n'aura pas à interdire, ou alors on va voir deux personnes s'embrasser, deux hommes, ou alors deux femmes s'embrasser sur la voie publique. Ce sont des libertés qui sont reconfortées par la position. Qui sont importées, et on a commencé par importer les femmes. On a commencé parce que c'est annoncé sur la page de la dame. La première dame. La première dame qui est aussi française. Donc peut-être en important les femmes, on a fini par importer les mœurs. Peut-être qu'à un niveau, on devra bien s'assurer que celles que les responsables ont dans leur couche ne sont pas des femmes qui viendront avec des cultures. En tout cas, Prince Théophile Tatita, ce n'est pas une première en Afrique. Hein. Il y a plusieurs pays africains qui sont ancrés dans cette homosexualité, même si ouvertement, on n'a pas encore parlé de cela. On se souvient encore d'une presse assez forte au Cameroun aujourd'hui, le journal Anecdote, pour ne pas le citer, qui avait fait le top 50 des homosexuels du Cameroun. Donc, ce n'est pas une actualité d'aujourd'hui. Donc, depuis fort longtemps, alors les uns et les autres l'ont souvent combattu pour qu'on ait une société, pour qu'on ait véritablement une société normale et qui pense... Mais ça reste une mauvaise chose pour le Cameroun. Donc, pour dire clairement,
que la presse, à un certain moment de notre histoire, l'a dénoncé, et qu'aujourd'hui les Camerounais, ou alors les Africains de manière générale, Arnaud Victor Yada a cité Kadhafi, pour qui à l'époque cette pratique était carrément hors nature, était à bannir, à détruire même ceux qui procédaient à l'homosexualité, et donc de fond en comble. En tout cas, mesdames, messieurs, merci de rester avec nous. C'est votre émission Le Grand Soir. Malheureusement, nous avons deux panélistes qui ne sont pas encore parmi nous. Ceux qui devaient défendre la position pour le RDPC ne sont pas encore là. En commun de MRC, on a comme l'impression que la bataille d'hier ne les ont pas beaucoup arrangés aujourd'hui. Peut-être espérons qu'ils vont nous rejoindre avant la fin de cette émission. Nous abordons une autre thématique à l'instant. On parle du Cameroun avec son étoile, Camerco, qui depuis quelque temps préoccupe et les pouvoirs publics et même le grand public du Cameroun sur la relance de cette compagnie aérienne et qui pratiquement broie du noir depuis sa création, avec pratiquement 9 directeurs généraux depuis sa création. Camerco aujourd'hui qui vient de mettre pratiquement en congé technique 371 personnels pour 3 mois, en espérant naturellement que la relance permettra aux uns et aux autres de retrouver leur service. Je m'arrête avec vous, Arnaud Victor Yada, Camerco. Doit-on fermer ou alors doit-on revaloriser la compagnie? Quelles peuvent être les garanties? Oui, permettez-moi de faire un pied de nez par rapport à la précédente thématique. J'ai parlé des femmes brunes, la réaction que j'ai, je n'ai rien contre les femmes noires, encore que celle qui est à la maison est bien noire. Bien, je reviens sur votre question. Réaction, rassurez-vous, votre téléphone, j'ai vu plusieurs SMS tomber là, sûrement il y a des qui sont concernés. Je n'ai rien contre les femmes noires, tout à fait. Mesdames, c'est notre bien culpa. Je m'en excuse, c'était juste une métaphore. Non, je prends ça sur moi, j'imagine la tonne de messages qui est tombée dans vos téléphones, donc je prends ça sur moi, il est innocent, donc il n'a rien à voir dans cette affaire. Si vous voulez, fermez Info TV, comme ça on va retrouver la paix bien après par la suite. Donc ne vous sentez pas frustré, c'est un sujet que nous avons choisi ce jour sur Info TV. Merci bien Serge. Pour faire un peu plus sérieux et revenir sur la thématique, je pense qu'il sera alarmiste de dire qu'on ferme la Camerco. Je pense ici qu'il y a beaucoup d'eau qui a eu à couler sous le pont depuis le décret. Je pense bien 2006-96 du 11 septembre 2006 qui mettait sur pied la compagnie aérienne Camerco qui faisait, n'est-ce pas, place à la défunte Camer. Et le premier vol, c'est en 2011, je pense bien c'est le 28 mars 2011, on a eu les premiers galops d'essai avec ce vol qui est parti de Yaoundé pour Douala et pour Douala-Yaoundé, et également un autre qui allait de Yaoundé pour Paris. Donc je pense qu'à partir de là, on était parti sur de nouvelles bases, tant il est vrai que le chiffre d'affaires montait à 21 milliards 856 millions. Bien, beaucoup d'années après, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, tant au niveau de la gestion, puisqu'on peut voir jusqu'ici qu'il y a eu plus d'un directeur général là-bas. Je disais ici l'autre jour que si jamais on change le directeur qui est là actuellement, en 9 ans, on aurait eu 9 directeurs, soit un directeur par an. On se rappelle encore des déclarations de M. Dikoum, l'ancien directeur, qui disait que justement l'État est en faillite et l'État ne l'a plus pas, lui, il est même à même de financer la compagnie. On se rend quand même compte qu'il y a un mal-être de ce côté. Est-ce que le projet a été mal préparé? C'est une question. Est-ce que le projet a été bien préparé et elle a été mal gérée par les hommes? C'est une autre question. Mais je pense quand même qu'il y a un article très intéressant lors de la création de ces derniers, de cette compagnie qui stipule, et je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à appliquer cela. Il est vrai que le principal ou le seul actionnaire de la Camerco dans les textes, c'est l'État. Mais il y a un article qui disait qu'on peut bien ouvrir la part au privé, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Premièrement, on nous a parlé de 6 appareils de ce côté, mais observation faite et vérification avec le plan de relance de Boeing. Tout à fait, de Boeing justement. On s'est rendu qu'on avait plutôt un MA60 de fabrication chinoise et un Q400 qui fonctionnait. On est parti d'une société qui avait un chiffre d'affaires qui avoisinait les 2,4 milliards par mois, qui est parti de 2,4 milliards à 200 millions. À partir de là, il y avait un mal-être. On se pose donc la question de savoir ce qu'il ne faut pas. Alors, dit maintenant qu'il va falloir fermer totalement, ce serait alarmiste. Encore que si on ferme pour repartir sur de nouvelles bases, c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'il faille la maintenir? Il s'agit quand même de ce qu'on appelle ici le nationalisme économique, ou du moins le patriotisme économique. Il s'agit là de l'étoile du Cameroun. Faire éteindre l'étoile du Cameroun comme ça, mais justement, l'autre pan de la question qui peut blesser, c'est que s'arrêter sur le patriotisme économique, on a vu, lorsque la compagnie a été lancée au Cameroun,
bon nombre de membres du gouvernement, par exemple, donc on a été témoin de ces vols-là, qui choisissaient d'autres compagnies internationales, alors que Cameco était là, c'est vrai qu'il y avait des retards de vol, et puis ces mêmes membres du gouvernement aussi ralentissaient ou alors retardaient les vols, et en incluant que les billets d'avion achetés ailleurs, c'est l'argent du contribuable camerounais qui aurait pu profiter à Cameco si le gouvernement, par exemple, sur le mois, prend 15 ou 20 billets d'avion, alors que si c'était à Cameco, ça aurait pu aider. Alors que c'est les mêmes distances, c'est les mêmes dessertes à une époque, c'est-à-dire sur Paris, Yaoundé, Yaoundé au Douala. Cameco faisait les mêmes dessertes, mais les mêmes membres du gouvernement, vous les retrouverez ailleurs, dans les compagnies internationales, pour ne pas les citer ici. Comment pensez-vous qu'on peut parler de patriotisme lorsqu'un Camerounais s'assoit, il voit un membre du gouvernement aller entrer dans une compagnie autre, alors que la même desserte peut être faite par la compagnie locale? Oui, justement, vous parlez là de quelque chose de très intéressant. Si la Cameco se retrouve là où elle est aujourd'hui, au bord du gouffre, il faut rappeler qu'il y a la faiblesse de la demande. Et sans publicité, la première, n'est-ce pas, compagnie qui faisait concurrence était Air France. Ce ne serait pas un crime de noter ça ici. Donc il y a toujours donc ce fait de snobisme qu'il faut vaincre dans les mentalités du Camerounais. Et il faut apprendre à consommer camerounais, il faut apprendre à consommer africain. Il faudrait à un certain moment que nous sortions. Et il y a aussi ce volet de manque de confiance. On se dit toujours que ce qui vient d'ailleurs est mieux que ce qui est ici. Si on n'a pas confiance à nos propres hôpitaux, en tant que ministre de la Santé, je vais me faire opérer l'orteil de l'autre côté. On n'a pas confiance à nos couturiers, en tant que ministre de Tantampion, et je vais acheter les costumes de l'autre côté, sans toutefois acheter les boubous qui sont fabriqués, ne serait-ce qu'au Mali. Sinon, il y a ce problème de mentalité qu'il va falloir combattre. Mais je pense que ce sont des causes un peu lointaines. À la base, est-ce qu'il y a eu un top management qui pouvait concurrencer? Est-ce qu'au niveau de la restructuration de la Cameco, il y a eu un problème d'avantage comparatif? C'est ça le premier problème économique. Parce qu'il faudrait bien que, en tant que Camerounais, je puisse me retrouver face à une situation de choix. Mais il se pourrait que je ne pouvais pas prendre le risque d'aller voyager là où je sais que je pourrais faire un crash parce que je fais du patriotisme économique, que de prendre là où il y a quand même une certaine assurance. Et on sait bien que lorsqu'il y a un accident d'avion, les chances sont limitées pour qu'on puisse retrouver l'avion. Je voudrais également, avant de passer la parole au prince Théophile Tatita dans ce studio, je voulais rappeler également qu'à une époque, on n'était même pas encore arrivé à Cameco. On a eu l'occasion d'emprunter Cameroon Airlines avec 747 partis au départ de Douala pour les Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï. La compagnie était fortement endettée. Une image est restée forte dans mon esprit, dans ma tête. J'ai vu comment on a serré les responsables de la compagnie à l'époque avec le directeur général de l'époque qui est aujourd'hui à la prison centrale de Neubel. On a été obligé de payer sur place les liquidités. Derrière cela, vous savez que lorsqu'une compagnie dessert un pays, à chaque fois, il faut payer les carburants, il faut payer... Il y a des taxes à l'atterrissage. Ceux qui atterrissent sur le tarmac payent une taxe. Le carburant, il faut refaire les plans. Et puis, il y a le catering, le service de catering qui est très important. Et à cette époque-là, on a voulu nous imposer ce que nous avons pris du Cameroun pour les Émirats Arabes Unis et bien d'autres pays africains et européens. Malheureusement, sur place, on a vécu un spectacle des moins acceptables. C'était Camer à l'époque. Et puis revenu maintenant à Cameco, on a encore eu la chance d'emporter ces mêmes équipements. Les premières hôtesses, c'était des blanches, mélangées aux africaines, aux camerounaises. Dans cet appareil, il y a une pagaille pas possible parce qu'elles ne s'entendaient pas du tout. Et les Européens avaient l'impression d'être très formés plus que les Camerounaises, qui étaient des essayistes pour elles, entre guillemets, que c'était les premiers à rentrer dans l'appareil, alors qu'il y avait des dispositions pratiques à prendre. On s'est retrouvés dans ces appareils, dans un spectacle incroyable. En tout cas, c'est notre pays, le Cameroun, nous le supportons ici. Nous demandons simplement aux membres du gouvernement beaucoup de patriotisme et de faire confiance à Cameco et que l'État le tienne, parce que depuis 9 ans, si ça n'a pas été fait, je pense que le moment aujourd'hui de le faire, de tenir, il est arrivé. Donc si on ne peut pas, ou totalement on oublie, mais la volonté manifeste du chef de l'État est que cette compagnie tienne, et sans oublier les milliards qu'on y injecte à tous les coups, et sans oublier aussi les interminables conseils d'administration qui se tiennent et qui ne sont pas assez aisés pour les caisses de fonctionnement, pour les caisses de la compagnie aérienne nationale, Cameco. En tout cas, c'était juste une virgule pour comprendre davantage que sur le plan aérien, le Cameroun, à travers cette compagnie, souffre énormément, mais le patriotisme et la volonté de voir réussir cette compagnie doit animer les uns et les autres. Prince Théophile Tatisa, vous savez que vous n'avez pas encore réagi sur la question de la Cameco. Aujourd'hui, est-ce que la compagnie qui est entre les mains, on a un nouveau directeur général qui a été placé là il y a quelques mois seulement, d'ailleurs un journal, pour ne prendre que le cas de l'Œil du Sahel, paraissant dans la région du Nord Cameroun, ce journal a parlé de la présidence de la République qui recherche
un tout nouveau directeur général, Njipendi Kutuo, lui qui est en place, ne rassurait pas. Est-ce que c'est un problème de management ou un problème simplement de rentabilité et surtout d'œuvrer davantage pour le taux de remplissage des appareils de la compagnie pour qu'on puisse aller mieux? Donc je crois pour une première chose que le domaine du transport aérien est assez sécurisé parce qu'il y a des agences qui s'assurent que les avions qui se déplacent, qui décollent, respectent un certain nombre de normes. Maintenant, les services à l'intérieur avec les hôtesses peuvent varier d'une compagnie à l'autre. Maintenant, il faut voir si les Camerounais ou les directeurs qui sont là ont toujours eu les coudées, n'est-ce pas, et la liberté, n'est-ce pas, d'appliquer le plan qu'ils proposent. Parce que pour recruter un directeur, je crois qu'à la base, il a un projet pour développer un plan d'exploitation pour l'entreprise. Mais ce qu'il faudrait faire, de mon point de vue, c'est de séparer les services de souveraineté d'un service commercial. De sorte qu'il y ait des avions pour faire le transport des personnalités, ou du moins de la présidence de la République. De sorte que ces services, ça peut être, on peut avoir toujours la même compagnie, mais avec un certain nombre de services. C'est fait pour la CRTV, par exemple, il y a une équipe là qui s'occupe des questions de souveraineté. Vous voyez, même que ce soit pour Camtel, il y a un service qui s'occupe des lignes prioritaires, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir quelques avions. L'outil de production est un outil à problème, parce que ces appareils sont en location, sont en leasing. Il faut payer les stationnements, il faut payer la location. Je dis il faut déjà séparer, parce que qu'est-ce qui tire le Cameco commercial vers l'arrière? Ce sont les travaux, les services rendus au gouvernement. Donc, quand on sépare déjà les services rendus au gouvernement et on a un service commercial qui sera en compétition avec les autres services, le directeur ou les administrateurs peuvent être jugés, n'est-ce pas, sur les résultats, remplacés s'il le faut. Parce que je vois que le Cameroun est quand même une très grande plateforme. Quand vous venez, vous voyez le Cameroun a deux grands aéroports, à Douala et à Yaoundé. Quand vous prenez le vol à Yaoundé, vous voyez, on prend les gens qui vont au Gabon, qui vont en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a beaucoup de personnes qui passent par le Cameroun pour aller dans leur pays. Donc, nous, on est sur le chemin. Et comme on dit, quand la voie aérienne passe, c'est aussi le développement qui suit. Donc, si le Cameroun peut avoir des avions qui ne servent que les services de souveraineté et d'autres, n'est-ce pas, qui vont faire du commercial, ce qui fait que le mode de financement ne sera pas le même. Alors, quand on a le même service, c'est Victor qui disait, ou j'ai suivi quelqu'un qui disait que le Cameco devient une structure où on envoie les gens pour occuper les postes. Théophile Tatita, est-ce que ça va résoudre le problème de la régularité et de la ponctualité des vols? Parce que parfois, on retarde un vol parce qu'il n'y a pas encore un membre du gouvernement qui est arrivé. Parfois, on retarde un vol parce qu'on a un taux de remplissage. Mais justement, c'est ça la solution. C'est-à-dire que la crise de confiance qui s'est installée. Je dis, il y a la solution, c'est déjà de séparer le vol commercial qui obéit aux mêmes règles que les autres compagnies commerciales. D'abord les appareils. Vous prenez, les appareils, c'est pas un problème. C'est-à-dire le fait seulement que le Cameroun soit une plateforme et qu'il y ait un plan, n'est-ce pas, d'exploitation pour ce transport, on peut trouver de l'argent pour ça. C'est-à-dire, en affaires, c'est l'opportunité qui crée le capital. C'est-à-dire que si vous prenez les Camerounais qui font dans le transport routier, vous dites que voilà le Cameco, il y a le Cameco commercial, on peut diversifier même le capital. Des gens viendront mettre de l'argent pour acheter, s'il le faut, des avions. Et si on ne peut pas avoir, parce que jusque-là, vous voyez, on loue les avions. Ça veut dire qu'on peut bien créer une structure qui soit propriétaire des avions qui seront loués, n'est-ce pas, par le service de transport. Donc on segmente l'équipement, n'est-ce pas, les avions qui appartiennent à une structure bien définie. L'exploitation de ces avions appartient à une équipe bien précise, tout comme la gestion du transport ne relève pas seulement du Cameroun. Les aéroports du Cameroun ne sont pas dirigés seulement par le Cameroun. Il y a des agences qui surveillent, qui veillent, parce qu'on ne peut pas laisser la petite corruption, n'est-ce pas, mettre en danger les vies des gens. Donc, il y a des structures qui sont chargées de s'assurer de la certification, que les avions sont bien contrôlés, que les avions sont mis au point. Justement, à ce niveau, il peut y avoir des soucis, peut-être des problèmes aussi qui relèvent de l'attention de ces structures qui ne font toujours pas leur travail. Et je me souviens, je me suis retrouvé dans un vol d'une compagnie sous-régionale au départ de Douala. On a été stoppé sur le tarmac au moment d'aborder la phase de décollage parce que justement, il y avait de l'huile qui coulait sous le radiateur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a interpellé cet appareil qui était dans sa phase de roulage avant d'aller au décollage. Tout de suite, avant de mettre les gaz,
il y avait de l'huile qui coulait des réacteurs. On a stoppé l'appareil. En plein décollage, il partait déjà. Et quand nous sommes descendus de l'appareil, on a vu de l'huile couler partout. Mais disons, pour les pannes, ça peut arriver à n'importe quel. Pour les avions, ça peut arriver. Pour les pannes, ça peut arriver à n'importe quel avion. C'est la discipline. C'est-à-dire, le laxisme est dû au fait que des personnes qui se retrouvent là ont été justement envoyées parce qu'on n'a pas pu leur trouver le travail dans la fonction publique. Ils ont laissé partir un appareil alors qu'il avait des soucis. On avait de l'huile qui coulait un peu partout, ce qui n'est pas très évident. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la compagnie Camerco soit là, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et essayer de définir plutôt à travers le plan d'exploitation qui est mis sur pied, comment réfléchir sur le taux de remplissage? Parce que en fait, c'est là. C'est comme si vous avez une boutique, vous avez un comptoir, vous ne réussirez à rien vendre, le capital sera touché. Mais vous voyez des gens passer devant et aller acheter ailleurs. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de réfléchir comment avoir un bon taux de remplissage, comment rendre crédible la compagnie et comment est-ce que mettre sur pied un véritable plan marketing vers les entreprises, vers les directeurs généraux qui voyagent presque tout le temps, vers les membres du gouvernement et que le gouvernement lui-même se déploie aussi pour aider cette compagnie à survivre? Je crois que peut-être, je ne me fais pas bien comprendre par vous, mais les téléspectateurs doivent certainement comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a une compagnie qui est un tout et qui est traînée par derrière par les services du gouvernement et dont les services de sécurité. Alors, quand vous venez quand vous faites votre réservation, vous pouvez prendre le billet chez Cameco, Ethiopian ou toute autre agence. Donc, quand vous vous retrouvez dans l'avion, c'est pour faire le déplacement, vous avez payé pour le service. Vous n'avez rien à savoir, vous n'avez pas à savoir s'il y a un membre du gouvernement, c'est pas lui qui a payé votre billet. Alors, donc, je dis quand on fait déjà, on sépare, n'est-ce pas, les services. S'il y a un membre du gouvernement qui n'a qu'à prendre, s'il prend l'emprunt, il prend l'avion, c'est compartimenté. Il y a le business. Donc, c'est les classes. C'est pour ça que je m'arrête. Mais l'avion, on doit... Je vous ai parfaitement compris. Hein. Maintenir une compagnie, c'est pas du jeu. Je parle du taux de remplissage. Parce que si vous avez dédié au voilà, je peux vous prendre... Je prends un exemple. Je prends un exemple qui peut nous permettre de bien comprendre. Ici, nous, on est en studio, on produit. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'occupe, n'est-ce pas, de braquer les caméras. C'est tout un service qui ne dépend pas de vous. Maintenant, après, le signal va monter. Il y a sur le satellite, il y a tout un service qui s'assure de l'énergie. Et après, le signal est envoyé sur le satellite. Il y a des équipes qui travaillent. Donc, on travaille, c'est une chaîne. Maintenant, le PDG du groupe La Météo ne peut pas aller influencer, n'est-ce pas, ceux qui travaillent sur le satellite pour soit compresser le signal ou autre, parce que c'est bien segmenté. Alors, il se trouve que pour ce qui est de Camerco, vous avez une agence. Alors, le directeur qui est recruté, certainement, présente un plan. Mais maintenant, au moment de mettre en application son activité, il est influencé à tout moment parce qu'on a des gens qui viennent, des coups de fil qui sont venus de la présidence. Même pour recruter le personnel, il y a toujours des recommandations. Par contre, si on fait deux services, pour servir, n'est-ce pas, les membres du gouvernement, c'est un service qui s'occupe d'eux. Et parfois avec des avions... Qui est un service business à part. Qui est un service souveraineté. Et maintenant, à côté, vous avez un service commercial. Parce que dans le service commercial, l'avion, à l'intérieur, est compartimenté. Vous avez les classes dans l'avion. Et maintenant, pour ce qui concerne le contrôle, il y a les ADC. C'est une agence qui contrôle. La SECNA, pour ne pas la citer. Bon, voilà. Ça, c'est la régularité des vols et surtout qui permet de guider les appareils. Voilà. Donc, si Cameco ne fonctionne pas bien, donc c'est au niveau du service qui est négligé parce qu'il y a des influences même sur le recrutement. C'est-à-dire que les directeurs, ceux qui sont à diriger ces structures, n'ont pas les mains libres, d'une part. D'autre part, le gouvernement qui va souvent imposer, n'est-ce pas, des personnes... Ce qui joue sur le timing, et donc on n'est plus dans un esprit commercial. Donc il faut séparer, de sorte que si l'État a à mettre de l'argent, que ce soit pour ces avions qui peuvent se déplacer un peu comme les jets privés pour rendre service au gouvernement. Et puis maintenant, si un membre du gouvernement doit prendre le service commercial, il se plie aux obligations. En raccourci, il serait simple que le gouvernement ait ses appareils. Vous comprenez, hein? Oui. Camerco aussi et ses appareils. Voilà, mais dans le domaine, qu'il s'agisse d'une même structure qui s'appellerait Camerco, mais qui a deux services. Déjà que vous voyez de façon générale, il y a le cargo, il y a des avions qui ne sont là que pour porter les marchandises ou porter. Voilà. Donc on peut bien avoir des avions, il y a des jets privés. Au Cameroun, par exemple, vous pouvez être surpris. Rien qu'au Cameroun, à l'intérieur du pays, quand vous vous déplacez de l'extrême nord, il y a les vols militaires avec des hélicoptères qui n'ont rien à voir avec Camerco ou autre et qui sont très rapides.
Donc rien que si, il peut aussi avoir des sortes de coopération avec les services militaires ou autres. Je vous rassure que si on confie, il y a beaucoup d'hélicoptères qui doivent là presque tous les 2 jours pour Bafoussam, qui parcourent, qui font le tour de la ville. Vous allez au Cameroun, quand vous fréquentez les aéroports, vous allez voir qu'il y a des structures comme l'ONU qui ont leurs propres avions qui circulent au Cameroun. Mais la différence, ce ne sont pas des appareils commerciaux. Je prends un exemple simple. Arnaud Victor Yada, comment on fait confiance à une compagnie qui n'arrive pas à desservir sur le plan local, qui n'a pratiquement pas de vol domestique et qui ne réussit pas à satisfaire la demande locale? Comment pensez-vous aller plus loin et puis satisfaire la demande sur le plan international, desservir d'autres pays? Oui, l'échec part de là. Moi, je pense que pour pérenniser, n'est-ce pas, l'envol de la Cameco, il va d'abord falloir revenir à sa création, à cet article qui estime qu'on peut donner 51% de son capital à un privé. Et une fois que vous avez donné à un privé le capital, ça sera du top business. Et dans le top business, on a investi de l'argent pour gagner un retour. On ne s'amuse pas avec le timing en matière de vol. Le timing est très important. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça que dans l'avion, les membres du gouvernement, les bisbilles qu'il y a eu entre la Cameco et le gouvernement, je pense que c'est ça qui est même à l'origine de son échec. Et il faut bien vous dire que lorsqu'il y a crash d'avion, la mort s'en fout si vous étiez à la classe A ou à la classe Z. Vous partez tous. Donc, je pense que dans un souci de patriotisme économique, les premiers à se plier devraient même être les membres du gouvernement, en brillant ne fût-ce que par une certaine humilité. À partir de là, tout va prendre comme un appareil. Et aussi, en mettant sur pied la Cameco, est-ce qu'on a pensé à Kenya Airways? Est-ce qu'on a pensé à Ethiopian Airlines, qui sont des entreprises concurrentes? Il faudrait donc qu'on mette notre... Sans publicité. Il faudrait élever le niveau et mettre maintenant cette entreprise, cette société anonyme, à ce niveau de standard. Il ne faudrait pas qu'on reste toujours le plan local. Non, il faut élever le niveau. Merci Arnaud Victor. Je pense que c'est ça. On a vu lors du lancement de ces compagnies, on a vu Caberco lorsqu'il a atterri pour la première fois sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. On a vu le rendement des membres du gouvernement de la République et même plusieurs particuliers qui sont allés là-bas pour saluer les efforts de l'étoile du Cameroun. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez sur Info TV et la suite de nos programmes. Et je vous retrouve demain lorsqu'il sera 18h sur cette antenne. Au revoir.